Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le député de la seconde circonscription. Et oui, notre invité du matin, c'est le député Nicolas Mezzan, député de la seconde circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous rentrez tout juste de métropole où vous avez siégé pour la première fois à l'Assemblée nationale. Vous êtes rentré dans la nuit, alors racontez-nous, quelle a été votre première impression en arrivant à l'Assemblée, en arrivant dans l'hémicycle ? Eh bien, écoutez, beaucoup de fierté de représenter la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale, qui plus est à ce moment-là de l'histoire, où la Nouvelle-Calédonie a une place importante dans le débat politique national. Et puis, le sens des responsabilités aussi, parce qu'il ne faut pas rester émerveillé trop longtemps devant les dorures de la République. Il faut aussi se mettre au travail. Donc, ça a été une semaine d'installation, de découverte, de rencontres avec les différents collègues. Et puis, la deuxième semaine, on s'est attelé avec Philippe Dunoyer à commencer à faire remonter les dossiers calédoniens. Déjà, quels sont les dossiers essentiels sur lesquels vous avez pu commencer à travailler ? Alors, l'important pour nous, c'est déjà de faire connaître le dossier institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux députés et qu'il faut informer sur le dossier calédonien, comment ça se passe chez nous, quels sont les rapports de force, quelles sont l'histoire des 3 référendums, pourquoi on en est là, qu'est-ce que nous, on porte comme vision de l'avenir, parce que vous savez que l'Assemblée nationale va être importante au même titre que le Sénat, parce que c'est ces 2 chambres réunies qui voteront finalement la réforme constitutionnelle qu'on devra mener pour inscrire le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Donc il faut à tout prix que les élus de ces 2 chambres soient bien informés de ce qui se passe ici et de comment la Nouvelle-Calédonie fonctionne, parce que tout le monde entend que la Nouvelle-Calédonie a voté non à l'indépendance, mais c'est loin, donc il faut beaucoup faire de pédagogie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de réaliser le programme sur lequel on a été élu avec Philippe Dunoyer, parce que on a besoin de la solidarité nationale sur plusieurs points. Il y a la loi sur le pouvoir d'achat national qui va passer la semaine prochaine. La Calédonie va pouvoir être concernée par un certain nombre de mesures qui vont être Alors, adoptées. c'est notre objectif avec Philippe Dunoyer. C'est pas évident parce que, vous savez, on paye notre autonomie. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on se confronte à nos collègues métropolitains, ils nous disent vous avez voulu l'autonomie, vous êtes en charge de ce secteur, votre fiscalité sert à financer ces mesures-là, votre fiscalité ne vient pas dans le pot commun de la République, donc aujourd'hui c'est quand même compliqué de solliciter l'aide de la République sur une compétence qui nous est propre. Mais bon, nous, on ne lâche pas l'affaire. On explique qu'on a vécu 3 référendums. On explique qu'il y a déjà eu un précédent avec la crise du Covid sur laquelle on était compétente, mais il y a eu l'effort de solidarité nationale. Donc voilà, on est au charbon. Ça se passe dans les couloirs. Il faut avoir des bons réseaux, des bons arguments et on s'y attelle. Dans les dossiers calédoniens sur le pré-FD, dont on avait dit qu'il pouvait éventuellement être transformé en subvention, vous avez déjà pu travailler là-dessus ? Alors, on en a informé Bercy et Gérald Darmanin, le nouveau ministre des Outre-mer, qui aussi arrive sur les dossiers. Donc, ils en ont pris connaissance. On va pas lâcher là-dessus parce que j'ai bien suivi ce qui s'était passé quand même au niveau local. C'est l'avantage d'être sur 2 fuseaux horaires, c'est-à-dire que quand c'est la journée là-bas, on dort en Nouvelle-Calédonie, mais au moins la nuit là-bas, on sait ce qui se passe ici la journée. On voit bien que ça impacte notre pouvoir d'achat, ce prêt, parce que on nous prête de l'argent, mais en contrepartie, il faut augmenter la fiscalité. Et la stratégie du gouvernement et de certains groupes politiques du Congrès, si j'ai bien compris, en tout cas d'élus du Congrès, c'est de faire peser cette fiscalité sur l'ensemble des Calédoniens, y compris sur les petits et moyens salaires. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Et donc l'idée, c'est effectivement de transformer tout ou partie de ce prêt en subvention. Pour revenir à l'installation proprement dite, vous siégez dans le groupe Renaissance, le groupe de la majorité présidentielle, qui est le plus important, même s'il n'a pas la majorité absolue. Mais quelle responsabilité est-ce que vous allez avoir ? Vous avez choisi la commission des affaires étrangères, pourquoi ? Parce que l'idée pour moi, c'est de défendre l'axe Indo-Pacifique dans notre région. On voit que la Nouvelle-Calédonie, on est situé entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on est en dessous de l'Asie du Sud-Est. Donc les affaires étrangères à l'Assemblée nationale, c'est aussi la relation avec nos pays voisins. Et c'est vrai qu'ils ont peu de représentants du Pacifique dans la majorité. Donc c'était important pour moi de m'inscrire dans la volonté de stratégie Indo-Pacifique du président de la République. C'est une stratégie à laquelle je suis très attaché depuis très longtemps. Et Philippe Dunoyer, lui, est dans la commission des lois, puisqu'il y était déjà lors de son précédent mandat. Et c'est cette commission qui va travailler sur la réforme constitutionnelle dont on parlait au début de l'émission. Ah, vous souhaitiez avoir la délégation à l'outre-mer. C'est pas fait encore, ça va être possible ou non ?
Ça va être compliqué. Alors, c'est quoi la délégation Outre-mer? C'est un petit peu la commission de l'Assemblée nationale qui s'occupe de l'Outre-mer. Donc, c'est celle qui étudie les textes et qui travaille avec le ministère de l'Outre-mer sur les questions relatives, bien sûr, au territoire ultramarin. C'est déjà une grande réussite pour moi d'avoir été élu le candidat de la majorité à cette présidence. Parce que, vous savez, en France, c'est 577 députés et dans le groupe Renaissance, on est 180. Donc il faut quand même déjà jouer des coudes, hein, parce qu'en face de nous, c'est du haut niveau. Donc c'est déjà une fierté pour moi d'avoir été nommé par le groupe. Ensuite, c'est pas gagné parce que les Outre-mer, et c'est les députés des Outre-mer qui siègent dans cette commission, les Outre-mer ont voté très majoritairement pour la NUPES, hein, la gauche et l'extrême gauche. Donc qu'ils élisent un candidat de la majorité présidentielle semble compliqué. Ce serait étonnant. Oui. En attendant, vous avez assisté bien sûr au discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors, ça va faire rire nos auditeurs, mais en France, ils apprennent un petit peu à faire comme nous aujourd'hui. Puisque c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il n'y a pas de majorité absolue. C'est-à-dire qu'un groupe ne peut pas gouverner seul l'Assemblée nationale. Et donc, le message qui est donné un petit peu par l'exécutif national, c'est de faire des compromis, de trouver des majorités d'idées sur les différents textes. Alors, c'est ce qu'on fait, nous, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis toujours, hein, parce que la majorité absolue n'a jamais existé chez nous, puisqu'on a un système proportionnel. Et donc, c'est vraiment une révolution culturelle, politique là-bas, de devoir travailler un peu avec tout le monde. Alors, c'est vrai qu'avec Philippe Dunoyer, on est un peu habitué, donc voilà, rien de surprenant. En attendant, vous avez vu qu'il pouvait y avoir beaucoup d'animations à l'Assemblée nationale. C'est un peu chahuté quand même. Oui, et je pense que c'est lié au système de majorité absolue, c'est-à-dire qu'en métropole, soit on est dans la majorité et puis tous les textes passent, soit on est dans l'opposition et puis on n'a que à faire de l'opposition parce que de toute façon, on n'a pas besoin de nous pour faire voter les textes. Donc ça crée de grosses différences entre parlementaires et c'est vrai qu'il y a une violence dans les débats. J'entends toujours ici qu'on se bat beaucoup au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, quand quelqu'un parle, on l'écoute du mieux qu'on peut. À l'Assemblée nationale, la Première ministre, quand elle s'est exprimée, il y avait un brouhaha non-stop de l'opposition et notamment de l'extrême gauche qui n'a vociféré que des insultes tout le long du discours. Hein. C'est très impressionnant. Donc, écoutez, c'est une culture politique différente qu'on découvre et puis il faut apprendre les codes rapidement pour être le plus efficace possible. Et Elisabeth Borne a parlé de la Nouvelle-Calédonie. Elle a dit notamment qu'elle voulait prendre toute sa part aux discussions. Ça vous rassure? Vous avez eu l'occasion d'en parler avec elle éventuellement? Oui, j'ai eu l'occasion bien sûr de rencontrer tout le monde, hein, le président de la République, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, M. Carenco, Sébastien Lecornu bien sûr. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une dynamique au sein de la majorité présidentielle pour s'occuper de la Nouvelle-Calédonie. Le président est un fin connaisseur, on le sait. Elisabeth Borne veut s'occuper du dossier calédonien, en tout cas plus que Jean Castex et au même titre qu'Édouard Philippe, puisqu'elle a cité Édouard Philippe dans son discours. On a un Gérald Darmanin qui veut s'en occuper aussi, un Sébastien Lecornu qui est toujours là. Donc on a vraiment dans le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et bien sûr avec la présence de Sonia Backès, ça facilite dans aussi le gouvernement les choses. de la République. Oui, dans le gouvernement de la République, ça facilite les choses d'avoir autant de monde aussi bien placé qui veut s'occuper de la Nouvelle-Calédonie. Sur place, justement, vous avez retrouvé Sonia Backès, nouvelle secrétaire d'État à la citoyenneté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nomination? J'ai été d'une part très fier parce que quoi qu'on en dise, c'est une Calédonienne, c'est quelqu'un de chez nous qui est nommé secrétaire d'État. C'est une grande fierté pour la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit notre opinion politique. C'est quand même une voix de plus qui va parler de la Nouvelle-Calédonie au plus haut sommet de l'État. Et je crois que c'est toujours bon à prendre. Et puis, forcément, une satisfaction d'un point de vue très politique, parce que Sonia Backès a été notre alliée depuis quelques années maintenant, y compris sur les dernières élections législatives. Elle a été nommée secrétaire d'État à la citoyenneté, qui fait partie du ministère de l'Intérieur, hein, qui est le troisième ministère du gouvernement en termes on va dire de puissance. Et donc c'est excellent pour le combat loyaliste, c'est excellent pour le corps électoral, parce que la citoyenneté, c'est aussi le corps électoral. Donc c'est aussi un message clair qui a été envoyé par le président Macron en mettant une loyaliste à la citoyenneté. Vous avez entendu les débats ici, enfin vous les avez suivis. Est-ce qu'elle peut garder la présidence de la province sud? C'est ce qu'elle a décidé de faire. C'est contesté, vous en pensez quoi, vous? Elle peut faire les deux, il n'y a pas de problème? Oui, après, c'est le choix de Sonia Backès, mais je crois qu'elle ne peut pas faire autrement, Sonia Backès, parce que vous savez, les gouvernements en métropole, c'est comme les gouvernements chez nous, ça peut changer rapidement, etc.
Si elle est nommée secrétaire d'État et que le gouvernement change d'ici 6 mois, elle sera plus présidente de province parce qu'elle aura lâché son poste. Alors, par rapport à moi qui suis maire et qui suis obligé de lâcher mon poste de maire, On va y venir. elle a plus de chance. Moi, je comprends, ça nécessite aussi une bonne organisation au niveau local, mais elle en est capable. Donc, non, il y a Et pour moi, est-ce qu'elle pourra est-ce qu'elle pourra participer aux discussions sur l'avenir? Là aussi, ça lui est contesté déjà par certains, Ouais, notamment par les indépendantistes. non, mais alors, on a ce débat-là parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un au niveau national, au gouvernement national. Mais enfin, c'est la même question que Louis Mapou avec le gouvernement collégial. Louis Mapou, c'est le président d'un gouvernement collégial. C'est le président de tous les Calédoniens. Pourtant, Louis Mapou, il participe aux discussions pour défendre que les indépendantistes. Donc, à partir du moment où on fait la part des choses entre la responsabilité institutionnelle, qu'elle soit au niveau de l'État ou qu'elle soit au niveau local, et le côté partisan sur l'avenir institutionnel, tout va bien. On est tous en responsabilité. Enfin, moi, je suis maire de la Foi, je suis le maire de tout le monde. Sonia Baquet, c'était présidente de la province Sud, c'est la présidente de tous les résidents en province Sud, y compris les indépendantistes. Louis Mapou, comme je le disais, président du gouvernement collégial. Aujourd'hui, il est secrétaire d'État. Eh bien, chaque politique sait faire la part des choses entre le rôle dans l'institution et ensuite son militantisme politique. Donc c'est un faux débat selon vous. Vous le disiez, vous êtes maire de la Foi, mais plus pour longtemps. Vous présidez Ah ben, demain ça finit demain, oui. votre dernier conseil municipal, c'est ça? Oui, avec beaucoup d'émotion. Donc on passe la main demain, on cède la main demain. Et voilà, je souhaite déjà beaucoup de courage à la nouvelle équipe. Et de toute façon, je serai toujours là en soutien pour eux. Mais il y aura de ma part aussi une volonté de ne pas m'immiscer dans la nouvelle équipe. Vous resterez conseiller municipal? Alors non, figurez-vous, je ne peux pas. Oui, parce que nous, on est très embêtés, les députés. Je ne peux pas cumuler député, élu du Congrès et élu municipal. Donc je dois me séparer de mon mandat municipal de manière totale. Et vous siégerez en revanche à la province Sud et au Congrès? Toujours, oui. Vous êtes trop tôt pour nous dire qui sera votre successeur à la mairie de la Foi? Non, il faut attendre demain. Vous n'avez pas de regrets, franchement? Non, alors pas du tout, parce que c'est une fierté pour moi d'être le député des Calédoniens à ce moment-là de l'histoire. Après, j'étais très attaché à mon poste de maire, tout le monde le sait. 2 ans, c'est court, hein, je suis resté que 2 ans maire de la Foi. On n'a pas le temps de tout faire, on a juste le temps de tout restructurer, de tout lancer. Et ce que je regrette un peu, c'est de ne pas voir le fruit de mon travail. Les successeurs en profiteront et puis ils travailleront aussi. Mais voilà, c'est un petit peu le regret que j'ai, c'est de ne pas couper de ruban en tant que maire. Voilà. Vous avez déjà eu des réactions de vos administrés? Globalement, il y en a qui vous le reprochent tout de même, ou la plupart trouvent normal que vous accédiez à de nouvelles fonctions? Non, mais il y a toujours quelques reproches, mais après je renvoie toujours aux résultats. Voilà, les Lafoyens m'ont mis largement en tête au premier tour et ont voté comme un seul homme derrière moi au deuxième tour. Donc la démocratie a parlé. Vous êtes arrivé cette nuit, c'est quoi votre emploi du temps dans les prochains jours? En fait, vous repartez très bientôt, hein. Oui, alors il y a, donc demain c'est la passation à la Foi. Ensuite, c'est quand même les cérémonies du 14 juillet. Et puis je redécolle samedi pour être présent à l'élection de la présidence de la délégation Outre-mer la semaine prochaine et pour l'examen de la loi sur le pouvoir d'achat qui passe aussi la semaine prochaine. Et vous revenez après pour être présent quand Et il y je aura le reviens ministre, encore une semaine après pour la visite du ministre des Outre-mer. Oui. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette visite de Gérald Darmanin et de Jean-François Carenco? L'important pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple, c'est d'avoir la méthode de discussion sur l'avenir institutionnel. Donc nous, les loyalistes, on est dans la ligne qu'avait fixée Sébastien Lecornu, c'est-à-dire le référendum de projet pour juin 2023. Le calendrier va pouvoir être tenu, vous êtes toujours sur ce calendrier-là? Nous, on est toujours sur ce calendrier parce qu'il n'existe rien d'autre. Ensuite, Gérald Darmanin va écouter les indépendantistes qui semblent, d'après le vœu de Jacques Lallier, vouloir quand même reprendre un petit peu les discussions. Donc il faut que M. Darmanin appréhende le sujet calédonien, appréhende les acteurs, sente les choses et reparte au moins, enfin en tout cas avec toute l'ambition qu'on a, reparte avec la méthode de Calais sur l'avenir des discussions. Prise de contact et déjà, si possible, une méthode pour ouvrir les discussions, quoi. Oui, et quand même, c'est quelque chose qu'on doit saluer parce que Gérald Darmanin, c'est un ministre important de la République. Il est aussi ministre de l'Intérieur, hein, c'est une haute fonction. Et qu'il vienne moins d'1 mois, ou 1 mois tout juste après sa nomination, c'est un bon signe, en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai eu l'occasion d'échanger longuement avec lui. Je remercie d'ailleurs sa réaction avec le haut-commissaire, puisqu'il est intervenu très rapidement
ou en tout cas assez rapidement sur Saint-Louis et les exactions qui avaient lieu. On lui en a parlé et derrière, c'est vrai que ça a accéléré les choses. Et en tout cas, on sent chez lui une volonté de s'investir sur le dossier calédonien également. Donc, c'est une bonne chose qui vienne rapidement. Nicolas Metzdorf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous, À Elisabeth votre Noir. retour en Nouvelle-Calédonie. Merci.